Si vous voulez bien, mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Michael Levystone, cofondateur de l'Observatoire de la Nouvelle-Eurasie et ancien chercheur associé au Centre Russie-Eurasie de l'Institut français des relations internationales, avec lequel nous collaborons régulièrement. Monsieur Levystone, vous êtes l'auteur de travaux de référence sur l'Asie centrale, notamment sur les 5 républiques, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et le Kirghizistan, qui ont acquis leur indépendance en 1991 après la chute de l'Union soviétique. Vous avez publié des articles et des ouvrages, notamment en 2021, La Russie et Asie centrale à la croisée des chemins, des survivances soviétiques à l'épreuve de la mondialisation, et plus récemment, en 2025, l'ouvrage que j'ai sous les yeux, L'Asie centrale au croisement des grandes puissances, qui témoigne de l'enclavement de cette zone dans les sphères d'influence russes et chinoises, mais également de leur quête d'émancipation et de diversification de leurs partenariats. 35 ans après leur indépendance, quels sont les défis à relever pour l'Asie centrale? C'est une des premières questions. Et alors que la guerre en Iran révèle le rôle grandissant des investissements des pays du Golfe dans la région et les appétits américains pour ses ressources naturelles, quelles opportunités peut-on voir pour la France et l'Europe dans cette région du monde? C'est précisément parce que les coopérations avec certains de ces pays se sont intensifiées à la suite des visites d'État croisées, d'abord avec le Kazakhstan, lors de la visite à Paris du président Tokayev en 2024, puis avec le président Mirziyoyev de la République d'Ouzbékistan en mars 2025, que la Commission s'est intéressée aux conditions d'établissement et de développement de ces partenariats stratégiques très récents. La Commission a donc confié à 5 de nos collègues la responsabilité d'établir un rapport d'information sur les perspectives de renforcement des coopérations avec les pays d'Asie centrale. Ces 5 pays ne forment pas un ensemble homogène, comme vous pourrez nous l'expliquer, et comme il fallait faire un choix, celui-ci s'est porté sur l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, où se rendront en avril nos collègues Valérie Boyer, Sylvie Gouachavant, Evelyne Perrault, Patrice Joly et Guillaume Gontard. À cet égard, je souligne que Valérie Boyer est rapporteure d'un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur la réadmission des personnes, ce qui illustre un aspect des problèmes migratoires de ces 5 pays, 5 fois plus vastes que la France, je le rappelle, qui est un corridor terrestre incontournable entre l'Europe et l'Asie. Autre source d'intérêt, ce pays s'est engagé par un référendum voté dimanche dernier dans une réforme constitutionnelle d'ampleur, dont il reste certainement à dessiner les futures orientations du régime après les révoltes populaires de 2022. À cette occasion, le président de la République Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue sur les sujets de développement et de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'industrie, de l'énergie. Le Kazakhstan étant le premier producteur d'uranium au monde, avec des perspectives de coopération dans le domaine du nucléaire. Pour sa part, avec 37,5 millions d'habitants, l'Ouzbékistan représente la moitié de la population de l'Asie centrale et la deuxième économie derrière le Kazakhstan. Ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous avons souhaité vous entendre. Monsieur Levystone, afin d'éclairer notre commission, d'abord par un point de situation sur l'Asie centrale, avant d'évoquer l'impact des foyers périphériques de crise tels que l'Ukraine, le Moyen-Orient, avec la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran, mais aussi l'Afghanistan, désormais en conflit ouvert avec le Pakistan. Vous pourrez conclure plus spécifiquement sur le Kazakhstan et l'Ouzbékistan avant que le débat ne s'engage avec mes collègues dans la séquence des questions-réponses. Je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est retransmise sur le site internet du Sénat et ses réseaux sociaux, puis consultable en vidéo à la demande. Monsieur Levystone, je vous laisse la parole et puis ensuite nous enchaînerons avec les questions des collègues qui peuvent d'ores et déjà s'inscrire auprès de Marc. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci infiniment, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de m'accueillir, de m'avoir convié à cet échange. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, je vais procéder en 3 points dans ma présentation. Un premier point sur la situation intra-régionale, purement centra-asiatique. Un deuxième point consacré aux crises périphériques, et Dieu sait si elles sont nombreuses autour de l'Asie centrale. Et un dernier point qui consiste en fait en une focale mise sur les 2 pays qui intéressent directement votre future délégation, à savoir le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Alors, premier point, pour brosser un tableau de ce qu'est l'Asie centrale depuis l'indépendance de ces 5 pays en 1991 de l'Union soviétique, ou dit autrement, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de s'intéresser à l'Asie centrale? C'est une région qui a longtemps été perçue comme instable,
au lendemain des indépendances centra-asiatiques, par exemple la guerre civile au Tadjikistan entre 92 et 97, les attentats du mouvement islamique d'Ouzbékistan, le principal groupe djihadiste centra-asiatique dans les années 90, qui avait notamment attenté à la vie du président Karimov à Tachkent à la fin des années 90, les révolutions au Kyrgyzstan en 2005-2010 et plus récemment en 2020. Une région aussi qui a vécu dans le voisinage direct de l'émirat islamique d'Afghanistan, le premier, sous la férule du Mollah Omar entre 1996 et 2001. C'est une région qui a longtemps été en proie à des divisions intestines. On a assisté à de fortes tensions entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan dans le Fergana, qui ont donné lieu à la seule guerre en fait, interétatique entre pays centra-asiatiques depuis 1991, en 2021 puis en 2022. Des tensions hydriques entre l'Ouzbékistan et ces deux pays situés en amont des deux grands fleuves centra-asiatiques que sont le Sirdarya et l'Amou-Daria, à savoir donc le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. La situation aussi au Turkménistan, qui est un pays complètement atypique, totalement autoconfiné en fait sur le plan diplomatique. Et j'ajouterais aussi une rivalité assez stérile, à mon sens, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan pour le leadership régional. Donc en fait, pendant on va dire, ces 20 premières années d'indépendance, on a eu assez peu de positions communes adoptées par ces 5 États centra-asiatiques qu'on amalgame à tort, pour bien des raisons. On a eu le traité de Semipalatinsk en 2006, qui a permis de consacrer l'Asie centrale comme zone exempte d'armes nucléaires, mais mis à part ça, assez peu de choses. Enfin, c'est une région qui s'est inscrite sur le plan politique dans une certaine continuité par rapport à l'héritage soviétique, avec une gouvernance très autoritaire, la persistance de pouvoirs personnels, parfois très longs. Je pense à Nursultan Nazarbayev au Kazakhstan, à Islam Karimov en Ouzbékistan, à Sapar Muratniyazov au Turkménistan et à Emomali Rahmon, toujours en poste à ce jour au Tadjikistan, qui est donc président de ce pays depuis 1994, mais en réalité il préside aux affaires du Tadjikistan depuis 1992. C'est aussi une région qui a été sous influence grandissante de la Russie à partir de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, avec un certain nombre d'organisations régionales qui ont été mises en place, l'organisation du traité de sécurité collective, qui est donc le pacte de défense qu'on a vu à l'œuvre au Kazakhstan en janvier 2022, l'Union économique eurasiatique, qui a été dévitalisée par en fait, l'annexion russe de la Crimée à bien des égards, et il y a le cas particulier de l'organisation de coopération de Shanghai, sur lequel je pourrais revenir dans le jeu de questions-réponses si vous voulez, mais là c'est plus co-géré entre guillemets par Russes et Chinois. Et en fait, ce qui s'est produit en Asie centrale depuis le milieu des années 2010, c'est de réelles évolutions, un renouvellement des élites dirigeantes. Alors ça avait commencé à l'époque, au milieu des années 2000, au Turkménistan, où Sapar Muratniyazov a dû passer la main à Gurbanguly Berdimuhamedov, sans pour autant que la gouvernance ne change véritablement à Ashgabad. Mais il y a eu un changement majeur, fondamental, qui a été l'arrivée au pouvoir en Ouzbékistan de Shavkat Mirziyoyev en 2016. J'y reviendrai un petit peu après, mais ça a eu un effet extrêmement positif sur les relations interétatiques en Asie centrale et sur le bon voisinage en fait, de ce pays avec le reste de l'Asie centrale, et aussi l'Asie centrale avec un petit peu tout l'environnement régional pris au sens un peu plus large. Pour autant, on est toujours en présence de régimes très autoritaires. L'année 2022 en est un témoin absolument éclairant. Vous avez mentionné, Monsieur le Président, les révoltes du Kazakhstan en 2022. Un peu plus tard, au cours de cette même année, on a assisté à des répressions terribles au Karakalpakstan, cette république autonome de l'ouest de l'Ouzbékistan, et aussi dans la région du Haut-Badakhshan, donc, qui est à l'est du Tadjikistan. Donc ça, je l'ai déjà évoqué. Peut-être pour insister sur l'effet positif inhérent à l'arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev en Ouzbékistan, une initiative qui a été mise en place en 2018, les réunions consultatives des chefs d'État d'Asie centrale, qui n'est pas une organisation régionale, mais qui est une plateforme de discussion qui se tient tous les ans et qui permet aux 5 leaders centra-asiatiques de mettre sur la table un certain nombre de problèmes d'intérêt mutuel, des questions de préoccupation communes. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, parce que dans cette région-là, jusqu'au milieu des années 2010, comme je l'ai mentionné, il n'était pas évident que ces gens-là se parlent et de façon apaisée. Et je rappelle une fois encore que Sadir Japarov,
Kyrgyzstan et Momali Rahmon, Tadjikistan, ont été, il n'y a pas si longtemps que ça, en guerre, donc ils étaient quand même capables de s'asseoir autour d'une table et de discuter dans une ambiance plutôt constructive et assez chaleureuse. Donc je dirais qu'en fait, une fois encore, cette arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev a permis à cette Asie centrale de faire figure de régions plus unies, plus cohérentes, plus homogènes sur la scène régionale et même internationale. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vu un certain nombre de résolutions adoptées à l'ONU pour consacrer l'Asie centrale comme région à l'identité spécifique. Donc c'est important pour des pays qui vraiment sont très attachés à consolider leur souveraineté nationale, et singulièrement depuis 2022 pour des raisons que vous savez parfaitement. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette Asie centrale qui a été vue comme une région instable, un peu ingérable, avec de gros problèmes internes, est devenue au fil des ans une région beaucoup plus homogène, beaucoup plus cohérente, dans un environnement qui, lui, a tendu à devenir extrêmement conflictogène. Donc j'en viens au deuxième point, consacré donc aux crises que vous avez mentionnées, dans l'ordre chronologique, Afghanistan, Ukraine, Gaza et l'Iran, très actuel. Sur l'Afghanistan, donc l'arrivée au pouvoir des talibans, le retour au pouvoir des talibans le 15 août 2021 à Kaboul, a été anticipé par les Centra-Asiatiques. Vous avez par exemple l'Ouzbékistan qui a conduit une politique spécifique sur l'Afghanistan à partir de 2017, assez ambitieuse, assez bienvenue je pense. La ligne générale qui dépasse en fait l'Asie centrale, qui vaut aussi pour des pays par exemple comme la Chine, comme l'Iran jusqu'à en tout cas récemment, c'est un pragmatisme d'accepter l'arrivée au pouvoir des talibans sans les reconnaître, ce qu'ont fait les Russes, mais pour autant de nouer un dialogue pragmatique et aussi, dans le cas des Centra-Asiatiques, empreint d'une forte dimension économique. La vision des talibans aujourd'hui, en tout cas en Asie centrale, c'est celle d'une force d'endiguement, d'une menace djihadiste qui est aujourd'hui plutôt en fait attachée à l'État islamique province du Khorasan, qui est donc la filiale afghane de Daesh qui a commencé à émerger dans l'est de l'Afghanistan à partir de 2015 et qui s'est fait remarquer en Iran en janvier 2024 et en Russie en mars 2024 en perpétrant des attentats absolument dévastateurs commis par des combattants tadjiks au passage. Donc l'objectif, c'est vraiment de miser sur les talibans comme une force politique qui tient en fait l'Afghanistan dans ses frontières actuelles, sans faire de révisionnisme territorial vis-à-vis de ses voisins centra-asiatiques, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, et en même temps d'essayer de développer des coopérations économiques. Et il y a des enjeux, en fait. C'est évidemment, je pense qu'on y reviendra parce que c'est un gros sujet, l'Afghanistan est vu comme un hub de désenclavement pour des pays qui n'ont accès à aucune mer ouverte vers le sud, notamment vers le Pakistan. C'est aussi un sous-sol riche en mines, par exemple en marbre, qui est très prisé du Turkménistan, qui aime bien faire pousser de grands bâtiments en marbre blanc extrêmement imposants. Et il y a aussi des coopérations, par exemple en matière électrique, avec un pays comme le Turkménistan ou aussi comme l'Ouzbékistan. Mais j'insiste, une fois encore, à ce jour, si le Kazakhstan et le Kyrgyzstan ont purgé leur liste des organisations terroristes des talibans, pour autant, ils n'ont pas encore franchi le pas qu'a franchi la Russie le 3 juillet dernier, à savoir de reconnaître politiquement le nouveau régime des talibans. S'agissant de l'Ukraine, ce sont des pays qui s'illustrent par une neutralité qui confine au mutisme. Aucun pays n'a soutenu la moindre résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies depuis mars 2022. Aucun n'a édicté de sanctions contre l'économie russe. Pour autant, on a assisté à des prises de position assez remarquées, y compris depuis Moscou, de deux personnes en Asie centrale, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, Abdulaziz Kamilov, et Kassim-Jomart Tokayev, donc je pourrais peut-être détailler par la suite dans le jeu de questions-réponses. Je ne dirais pas pour autant que les Centra-Asiatiques soient indifférents au sort des Ukrainiens. Tous, à l'exception du Tadjikistan, ont envoyé des aides humanitaires à l'Ukraine, y compris le Turkménistan, ce qui moi, m'a surpris à l'époque. Ce sont des pays qui sont très attachés en fait, depuis décembre 1991, à la déclaration d'Alma-Ata, au respect de l'intégrité territoriale des États nés de l'ex-URSS. Donc ce sont des pays, aucun de ces pays n'a jamais reconnu la moindre annexion russe de territoire ukrainien depuis 2014, en réalité.
Peut-être une focale mise sur le Kazakhstan parce que on voit sur la carte que c'est un pays qui partage une immense frontière avec la Russie, ce qui est un gros problème pour ce pays actuellement. Donc on peut comprendre que ce soit un pays qui se montre plutôt en retrait, plutôt sur le reculoir par rapport à la question ukrainienne. Pour autant, on peut aussi déplorer ce pas de côté, si j'ose dire, parce que la diplomatie du Kazakhstan est une diplomatie qui s'était pas mal illustrée au cours des années 2010 sur un certain nombre de dossiers avec lesquels, en fait, qui impliquaient la Russie, des dossiers sensibles. Je pense par exemple à la guerre civile en Syrie, où Astana avait lancé un processus mettant autour de la table russes, turcs et iraniens. Je pense au rétablissement de relations cordiales entre Russes et Turcs en 2016, après que la Turquie avait abattu en septembre 2015 un avion russe de retour d'une mission en Syrie. Je pense aussi aux accords de Minsk II de 2015 qui avaient été conclus après que François Hollande, au détour d'un déplacement officiel au Kazakhstan, était passé par l'aéroport international de Vnukovo pour voir Vladimir Poutine. Et ça faisait quand même depuis un bon moment que les Européens et les Russes ne dialoguaient plus. S'agissant de Gaza, l'attentat du 7 octobre 2023 a été qualifié comme attaque terroriste par le seul Kazakhstan, qui en même temps, et c'est un petit peu, je trouve, un marqueur de sa politique étrangère dite multivectorielle, s'est tenu aux côtés des Gazaouis, a envoyé des aides humanitaires, a appelé au respect des principes onusiens par les Israéliens dans leur intervention dans la bande de Gaza. L'approche a été globalement la même du côté de l'Ouzbékistan, à ceci près que l'Ouzbékistan n'a pas parlé d'attentats terroristes, s'agissant des événements du 7 octobre 2023. Au passage, aucune république d'Asie centrale ne considère le Hamas comme étant une organisation terroriste. Le Kyrgyzstan et le Tadjikistan se sont plutôt montrés assez hostiles dans cette affaire à Israël, et le Turkménistan, résolument neutre, n'a pipé mot. Le Turkménistan, comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, sont en fait les trois pays avec lesquels Israël collabore le plus, par exemple en matière de médecine oncologique, d'irrigation. Ils fournissent aussi des logiciels de cybersécurité au Kazakhstan. Donc il y a vraiment des coopérations assez pointues et assez pertinentes pour les pays d'Asie centrale avec Israël, ce qui explique cette attitude un petit peu, je dirais, balancée, pour faire un petit anglicisme. Deux évolutions récentes. Le 6 novembre dernier, le Kazakhstan a signé les accords d'Abraham, ce que l'Ouzbékistan n'a pas voulu faire pour ménager son voisin iranien, qui aurait été très hostile, sachant que l'Ouzbékistan a beaucoup misé sur les ports du sud iranien pour se désenclaver. Vraiment, la connectivité vers le sud, c'est un gros enjeu de politique étrangère, de diplomatie économique du président Mirziyoyev. Et le 22 janvier 2026, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont rallié le Conseil de la paix de Donald Trump. Alors je pourrais un petit peu détailler dans le jeu de questions-réponses, parce que je vois que le temps passe et j'ai encore des choses à dire. S'agissant de l'Iran, la situation la plus actuelle, on est en présence de réactions assez feutrées, je dirais. Vous avez le président du Tadjikistan, qui est le plus proche culturellement de ce pays, Emomali Rahmon, qui a présenté rapidement des condoléances pour la disparition du guide suprême Ali Khamenei. Shavkat Mirziyoyev de l'Ouzbékistan et Gurbanguly Berdimuhamedov, qui n'est pas le président en exercice, mais qui est l'homme fort d'Ashgabad pour le Turkménistan, ont suivi. Sadir Japarov du Kyrgyzstan, qui est le pays le plus éloigné en fait, à tout point de vue, de l'Iran, n'a pas vraiment réagi à mon sens. Et pour le Kazakhstan, c'est assez intéressant, une fois encore une certaine ambiguïté. Le président Tokayev n'a pas présenté de condoléances en propre. Il a plutôt délégué cette tâche-là au ministère des Affaires étrangères, qui n'a pas manqué, toujours multivectoralisme oblige, de faire mention des victimes civiles dans les pays du Golfe, parce que les pays centra-asiatiques avec les pays du Conseil de coopération du Golfe ont noué un dialogue stratégique en 2022 et développent des coopérations depuis un petit moment dans un certain nombre de secteurs. Donc ils sont attachés à préserver leurs relations. C'était aussi ce qui fondait en fait le pari fait par les Centra-Asiatiques sur le réchauffement des relations avec le voisin iranien. Cette situation provoque des inquiétudes diverses. Déjà, j'en ai déjà finalement parlé, c'est possiblement un anéantissement durable des projets de connectivité entre Asie centrale et pays du Golfe via le territoire iranien.
Il faut aussi mettre évidemment en parallèle avec cela la situation très préoccupante entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui là aussi met à mal les velléités de désenclavement des centres asiatiques vers les mers chaudes du Sud. Et puis il y a un autre sujet qui est le moratoire décrété par les Iraniens au sujet de leurs exportations agroalimentaires depuis le 3 mars 2026. L'Iran n'est pas un grand partenaire commercial de l'Asie centrale, c'est à peu près 2 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec les 5 pays de la région. La Turquie avec le Kazakhstan, c'est 6 milliards à elle seule, donc c'est assez marginal à ce niveau-là. Pour autant, c'est un pays qui compte dans les fournitures alimentaires, notamment dans des pays comme le Turkménistan, l'Ouzbékistan, à certains égards le Kazakhstan aussi, qui livre en légumes. Donc il peut y avoir un effet, on va dire, une inflation dans ces pays-là. Et dans un pays comme le Turkménistan, qui est un pays, comme je l'ai dit, très, très fermé sur lui-même et lourdement dépendant de ses approvisionnements alimentaires en provenance d'Iran, ce qu'on avait vu d'ailleurs pendant le Covid, les conséquences peuvent être assez dévastatrices. Focus Kazakhstan-Ouzbékistan, il me reste 9 minutes je crois. On m'avait dit 25 minutes maximum. Sur le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, alors, entendu, merci. Ce sont les deux partenaires stratégiques de la France en Asie centrale. Ce sont les deux principales puissances de la région. Donc vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, le Kazakhstan est le plus grand pays, 5 fois et demi la France. L'Ouzbékistan, c'est la plus grande démographie. La moitié de la population centra-asiatique y habite. Ce sont deux pays où il se passe beaucoup de choses sur le plan politique depuis quelques années. On a assisté à un remodelage des élites dirigeantes depuis 2016 en Ouzbékistan à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev et depuis 2022 au Kazakhstan, alors que le président Kassim-Jomart Tokayev avait été en fait intronisé dès mars 2019, mais c'était une arrivée en trompe-l'œil. Donc je dirais que la transition a été assez rapide dans le cas de Shavkat Mirziyoyev, plus diffuse dans le cas de Kassim-Jomart Tokayev. Il a fallu en fait attendre le Candie-Cantar, le janvier sanglant, et que le président Tokayev s'arroge vraiment les rênes du pouvoir en prenant la tête du Conseil de sécurité le 5 janvier 2022 pour véritablement devenir le seul maître à bord et avoir vraiment les moyens de ses ambitions, si j'ose dire. C'est intéressant en fait de comparer les deux personnages. Shavkat Mirziyoyev a été Premier ministre à Tachkent pendant 13 ans. Kassim-Jomart Tokayev est quelqu'un qui a fait carrière dans la diplomatie. Il a été le directeur de l'Office général des Nations Unies à Genève pendant 2 ans. Il a été à la tête du Sénat au Kazakhstan ensuite en rentrant en 2013. Auparavant, il avait été l'un des grands artisans de la politique étrangère multivectorielle du Kazakhstan, qui est un marqueur en fait de la souveraineté du pays. Donc c'est ça ce qui a fondé sa légitimité à prendre le pouvoir, sachant en plus qu'il a cette affiliation à la Horde d'Or, donc qui est c'est une affiliation clano-territoriale, le sud du Kazakhstan. Voilà, vous avez la Horde d'Or au sud et au nord vous avez la petite Horde et la Horde moyenne. Et ce qu'on constate au Kazakhstan depuis la période soviétique, c'est que le pouvoir est dévolu à des gens qui viennent de la Horde d'Or, Mdin Mohamed Kounaïev puis Nursultan Nazarbayev. Donc je mentionne cet élément pour peut-être alimenter nos discussions à venir sur la succession possible du président Tokayev pour les élections de 2029. Dans les deux cas, Kazakhstan comme Ouzbékistan, ce qu'on a remarqué, c'est que les chefs d'État, pour asseoir leur légitimité et leur pouvoir, se sont affranchis d'une bureaucratie sécuritaire qui était en fait un héritage de la période précédente. En clair, Roustam Inoyatov, chef du SNB en Ouzbékistan, a été limogé de façon assez brutale par Shavkat Mirziyoyev en 2018, et Karim Massimov, qui était un homme de Nazarbayev, n'a pas survécu au janvier sanglant à la tête du KNB en 2022. Ce qu'on constate aussi, c'est que donc, ces siloviki, ces hommes des structures de force, laissent de plus en plus la place à de jeunes managers, technocrates, qui ont une orientation pro-business. C'est plus singulièrement le cas, à mon sens, en Ouzbékistan, où on a vu des personnalités émerger, tels que Sardor Oumurzakov, Laziz Koudratov, qui est aujourd'hui le ministre en charge des investissements et du commerce, ou Bakhtiyor Saïdov, qui est en charge de la diplomatie de l'Ouzbékistan. Au Kazakhstan, on a vu des jeunes apparaître aussi, mais je dirais que les hommes forts, les poids lourds du régime actuel sont
sont des gens un peu plus âgés, des proches, des hommes liges en fait de Tokayev. Je pense par exemple à Maoulen Hashimbayev qui est le président du Sénat, Erlan Kochanov qui est à la tête du Majlis, la chambre basse, qui donc va un petit peu évoluer sous l'effet de la révision constitutionnelle dont je vais dire quelques mots dans un instant. Et je pense aussi à des gens comme Kanat Bozumbayev, qui est en charge de tout ce qui est gestion des ressources hydriques, gestion des questions infrastructurelles, qui supervise aussi le projet de Alataou City, qui est, on va dire, un projet une sorte de smart city qui est en train d'émerger entre Almaty et la frontière chinoise, donc vraiment dans le sud-est du pays, qui est un gros projet pour le pouvoir. Il y a une autre, et puis évidemment Murat Nurtleou, qui est... j'y reviendrai peut-être plus en détail par la suite si ça vous intéresse, qui est un personnage, à mon avis, aussi discret qu'il est central dans les évolutions récentes et dans les périodes très critiques, très mouvementées que le Kazakhstan a connues depuis 2022. Il y a une différence majeure quand même, c'est qu'en Ouzbékistan, depuis quelques mois, on assiste à l'émergence d'une nouvelle élite politique familiale. La fille du président, Saïda Mirziyoyeva, a pris la tête d'une administration présidentielle qui avait disparu quand Sardor Oumourzakov avait lui-même été un petit peu mis au placard pour une erreur qu'il avait faite. Donc c'est devenu aujourd'hui finalement, dans l'ordre protocolaire, la deuxième personnalité la plus importante de l'appareil politique de l'Ouzbékistan. Et on voit apparaître depuis quelques mois sa sœur cadette, Charnodza, qui s'est vue confier une mission de réinsertion socio-professionnelle de personnes handicapées. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans ce pays-là avec les filles d'Islam Karimov. Donc il y a peut-être un glissement sans doute même vers une forme de népotisme. Au Kazakhstan, c'est une chose à laquelle on n'assiste pas, puisque lorsque le président Tokayev a révisé la constitution une première fois, en 2022, il avait mis un point d'honneur à ce que les proches du président, on comprend bien pourquoi, ne soient pas appelés à exercer de hautes fonctions dans la vie publique du pays. Peut-être sur la révision constitutionnelle toute récente au Kazakhstan. Alors il y a plusieurs choses à retenir. Sur le plan institutionnel, on va passer d'un parlement bicaméral à un parlement monocaméral avec un changement de nom. On va passer du Majlis au Kurultai, ce qui est absolument tout sauf neutre, puisque le Kurultai fait référence aux assemblées nomades turciques de la période Gengis Khanid. Donc moi j'y vois la volonté de montrer aux Russes que l'histoire du Kazakhstan préexiste à la période soviétique et à la période de la colonisation russe. Rétablissement d'une vice-présidence aussi, qui en fait, et donc évidemment tous les regards sont tournés vers la personne à qui va échoir cette fonction, parce que ça sera un indicateur très fort du futur successeur de Kassim-Jomart Tokayev, qui a aussi renforcé ses pouvoirs à cette occasion. Il peut aujourd'hui beaucoup plus librement en fait nommer à des postes stratégiques du Kazakhstan, puisque maintenant qu'il n'y a plus le Sénat qui avait un droit de contrôle sur ce qui se passait à ce niveau-là, il aura encore plus les coups des franches. Et je dirais un certain durcissement qu'on observe quand même depuis un moment au Kazakhstan sur le plan social, avec l'interdiction, la constitutionnalisée du mariage pour tous, et aussi une primauté réaffirmée du droit national sur le droit international. Peut-être un petit élément, un petit mot quand même sur la situation des droits de l'homme. La crise au Karakalpakstan, en Ouzbékistan, en 2022, a été, je pense, un échec pour le pouvoir, et le premier en fait pour Shavkat Mirziyoyev, à qui tout réussissait. Il a voulu faire passer une révision de la Constitution et en fait supprimer de la loi fondamentale de l'Ouzbékistan une disposition qui n'a jamais été appliquée mais qui existe, à savoir la possibilité d'organiser un référendum d'autodétermination pour le Karakalpakstan. Et le problème, c'est que c'est pas du tout passé à Noukous, qu'il y a eu des manifestations. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que le président a été obligé de reculer et qu'il en a fait une gestion en fait, qui a rebattu en brèche l'image libérale qu'il avait cultivée depuis. Où se trouve le Karakalpakstan? Tout à fait, oui. C'est la partie ouest de l'Ouzbékistan, avec pour capitale Noukous, que vous voyez sur la carte. Donc c'est la moitié occidentale de l'Ouzbékistan, si vous voulez. C'est une région qui est très peu peuplée, qui est très vide et qui a été durement martyrisée par la monoculture intensive du coton à l'époque soviétique, parce que là où votre carte est un tout petit peu inexacte, si je peux me permettre, c'est que la mer d'Aral n'est plus aussi fournie que ce qu'elle est cartographiquement, malheureusement. À l'ouest. Toute la moitié ouest de l'Ouzbékistan, capitale Noukous.
Et donc oui, donc il y a eu une répression très brutale en fait de cette crise par le pouvoir. L'arrestation par exemple d'un avocat qui s'appelle Daoulet Mourad Taji Mouratov, qui avait tout simplement appelé à organiser des manifestations pour protester contre cette révision constitutionnelle, et il a été condamné à 16 ans de prison. Donc là, on a compris qu'il restait quand même quelques réflexes de la période précédente. Au Kazakhstan, à l'occasion de cette révision constitutionnelle dont je parlais, on a eu Ermek Narimbaï, un avocat plutôt pro-droits de l'homme, qui, pour un simple post sur Facebook, a été condamné à 2 mois de prison. Je pense que ça entre dans le cadre de la loi anti-désinformation qui avait été promulguée au Kazakhstan en 2023. Donc on parle de Nouvel-Ouzbékistan, de nouveau Kazakhstan. Dans la réalité, il y a quand même des inerties qui demeurent très très fortes. Et peut-être pour finir très rapidement, 2 éléments que je voudrais porter à votre attention, parce que je pense qu'on va en parler plus en détail. Le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont ceci de commun d'avoir des axes de développement économique, je pense, intéressants pour la France: la transition énergétique, les terres rares, le nucléaire, les questions numériques, évidemment la connectivité dont j'ai beaucoup parlé. Et sur le plan diplomatique, ce sont des pays qui cultivent en fait des vecteurs propres. Je dirais que l'Ouzbékistan, c'est un pays qu'on a vu assez actif, assez à l'œuvre depuis l'arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev sur tout ce qui est soft power, par exemple la culture. On a vu de magnifiques expositions au musée du Louvre il y a quelques années sur Samarcande. C'est un pays qui a aussi eu un stand à la Biennale de Venise, et c'est un pays qui a fini en très bonne position aux derniers Jeux Olympiques de Paris en matière sportive. Donc c'est un pays qui s'attache à c'est un pays qui était très fermé, c'était pas le Turkménistan, mais pas loin quand même, et qui s'attache à ce qu'on parle de lui et à ce qu'on en parle en bien. Et une fois encore, c'est un pays qui a vu l'Afghanistan comme je dirais un facteur de réinsertion diplomatique en Asie centrale et dans le paysage régional, qui a développé un volet institutionnel en créant une fonction de représentant spécial pour le président Mirziyoyev sur l'Afghanistan, en organisant des conférences pour la paix en Ouzbékistan, à Tachkent, et aussi en développant vraiment des coopérations avec les talibans. À mon sens, c'est le seul pays d'Asie centrale qui ait consenti un investissement aussi massif que celui qu'il a annoncé il y a 1 an, à savoir $1 milliard dans les gisements gaziers de la province de Jozjan, le projet Tuti Maïdan. Et pour le Kazakhstan, la panoplie, la palette diplomatique est évidemment beaucoup plus large, parce que c'est un pays qui s'essaye au multivectorialisme depuis bien plus longtemps que l'Ouzbékistan. C'est le seul pays d'Asie centrale qui a été membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies entre 2017 et 2018. C'est un pays qui développe aussi une diplomatie confessionnelle, religieuse, parce que c'est un pays qui donc compte 140 nationalités sur son territoire, et qui est très attaché à cette concorde interethnique, interconfessionnelle, et qui a reçu d'ailleurs dans le cadre de son congrès triennal des leaders des religions traditionnelles le pape François en 2022. C'est un pays aussi qui a développé une fibre développement avec une agence de développement, Kazaidi, au milieu des années 2010, qui essaye de former par exemple de jeunes médecins afghans, qui allouent des fonds pour des programmes éducatifs en Asie centrale, et qui s'intéressent même apparemment à des perspectives similaires sur le continent africain. Et enfin, c'est un pays qui, 15e producteur mondial de blé, a aussi chevillé au corps je dirais, la volonté d'œuvrer à une sécurité alimentaire, notamment auprès de pays musulmans, puisque c'est un pays qui est assez actif au sein de l'OCI, et qui avait mis en place, je crois, en 2013, une organisation qui s'appelle l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, qui est affiliée à l'OCI. Voilà, je m'arrête là et je suis ouvert à toutes vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je propose donc de passer aux questions. Une fois n'est pas coutume, j'ai juste une demande, enfin une question personnelle, enfin à titre personnel. Vous nous avez beaucoup parlé des services de sécurité dans ces pays qui étaient très actifs et qui, semble-t-il, commencent à être remplacés petit à petit par une sorte de technocratie beaucoup moins, j'imagine, répressive. Est-ce que vous pensez que ce modèle, même si ce n'est pas votre sujet principal, est-ce que vous pensez que ce modèle peut petit à petit se développer en Russie ?
enfin, en tout cas les raisons de ces évolutions, est-ce qu'elles peuvent peut-être se retranscrire en Russie? Alors ce que j'ai dit, c'est que les Siloviki, effectivement, sont moins visibles dans la sphère publique qu'ils ne l'étaient à l'époque, par exemple, d'Islam Karimov. Vous aviez des gens qui venaient de ces structures de force, qui ont fait carrière dans le milieu politique. Moi, j'en ai rencontré, ouais, tout à fait. Et là, en fait, dans la face émergée de l'iceberg politique dans ces pays-là, et singulièrement l'Ouzbékistan, c'est vraiment des gens issus de la société civile, singulièrement des gens qui ont été formés dans des universités anglo-saxonnes, qui parlent très bien anglais, qui ont pour mission d'attirer des investissements, notamment occidentaux, vers l'Ouzbékistan, ce qui est aussi une volonté de développer une expertise autre que liée à la Russie ou à la Chine. Sur la Russie, j'ai évidemment beaucoup moins travaillé sur le sujet que sur l'Asie centrale. Je ne suis pas certain, honnêtement, au regard de ce régime et de sa paranoïa et en fait de son... je dirais de sa fuite en avant, de sa surenchère militaire, je ne suis pas certain que ça aille dans ce sens-là, malheureusement, mais c'est qu'un avis. Merci beaucoup. Allez, je commence. Patrice Joly. Très bien. Merci, monsieur, pour ces éclairages qui nous seront utiles pour notre déplacement prochain dans cette région. S'agissant donc de l'ensemble des pays de ce qu'on appelle l'Asie centrale, les propos que vous avez tenus laissent penser qu'il n'y a pas une véritable homogénéité sur le plan des politiques diplomatiques, et donc ça n'a pas véritablement aujourd'hui encore une réalité politique sur cette région de manière un peu plus globale. C'est-à-dire ça renvoie un peu à ce que, faisons un parallèle bien évidemment avec les réserves qui conviennent, comme le Sud global qui n'a pas non plus une homogénéité, une cohérence d'ensemble. Et dans visiblement, on a des stratégies qui sont entre les différents pays qui sont diverses. Regardez ce qui se passe en Ukraine, regarde ce qui se passe au Proche-Orient, des relations avec l'Afghanistan, c'est ce que vous avez évoqué. Je voudrais que vous nous confirmiez et nous précisiez un peu ce que vous pensez de cette approche. Sur le deuxième point peut-être, et vous l'avez commencé à l'évoquer, sur la question des partenariats commerciaux, on voit que visiblement il y a un glissement vers la Chine en matière de relations commerciales en particulier, et également une recherche de partenariats dans d'autres directions, et en particulier en direction de la France. Vous pourriez peut-être conforter ou préciser ce que vous avez évoqué en matière de bénéfices réciproques que pourraient trouver la France et également les pays d'Asie centrale, et en particulier le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Il y a un point qui n'a pas évoqué, j'ai d'autres questions éventuellement, mais que vous n'avez pas évoqué, qui me paraît important, c'est vis-à-vis de la Russie, l'existence de Baïkonour, qui est quand même un enjeu important au regard des enjeux plus globaux que constitue l'espace aujourd'hui dans les années qui viennent, sur le plan géopolitique, diplomatique et militaire, mais également sur le plan du développement des activités spatiales dans le domaine civil. Merci beaucoup. Alors oui, on a eu pour rebondir directement sur votre question sur Baïkonour, on a procédé à des lancements de fusées à une certaine époque, mais on avait de bonnes relations avec la Russie. Donc ça serait possible d'avoir ce type de coopération aérospatiale avec Baïkonour, qui a un statut très particulier sur le plan administratif. Je crois que c'est quand même co-géré encore par la Russie, même au niveau de l'élection du maire. Parce qu'aujourd'hui, la Russie investit surtout le cosmodrome de Vostochny, dans la région de l'Amour. Donc ils sont moins actifs sur Baïkonour, mais ce qu'on voit, on l'a vu par exemple sur la question du nucléaire ou sur certaines déclarations d'intention, d'intérêt des centres asiatiques pour un certain nombre de productions françaises. Je pense au Rafale du côté de l'Ouzbékistan, ça n'a jamais abouti parce que quand on atteint un certain seuil critique, stratégique, vu la situation dans laquelle on est depuis 2022, il y a quand même cette ombre très présente et persistante de la Russie dans ces pays d'Asie centrale. Donc sur Baïkonour, je partage, j'en ai pas parlé parce que j'avais beaucoup d'autres choses à évoquer, mais c'est une question très pertinente, mais je dirais que là tout de suite c'est quelque chose qui à mon avis est gelé, est durablement gelé. Mais techniquement ça fait évidemment sens, et c'est pas pour rien qu'on y a été déjà bien actif et bien présent, comme je viens de le mentionner. Donc merci pour ces petits éléments de rappel sur la désarticulation diplomatique, finalement, c'est votre première question, entre États centra-asiatiques. Je suis d'accord avec vous.
J'ai parlé tout à l'heure des réunions consultatives des chefs d'État d'Asie centrale, donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant à étudier, parce qu'une fois encore, on avait affaire à des chefs d'État qui se parlaient pas. Gurbanguly Berdimuhamedov, le président très particulier du non moins particulier Turkménistan, ne venait pas à ces réunions, et il a commencé à y venir et même à en accueillir chez lui au Turkménistan. Donc ça montre bien qu'il y a un élan, qu'il y a un dialogue qui est en train de se développer et qui est pertinent à bien des égards. Simplement, le même Berdimuhamedov, là c'est le fils, devenu pour le coup le Serdar, donc le président, n'a pas voulu signer le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération pour le développement de l'Asie centrale au XXIe siècle, qui avait été proposé dans le cadre d'une de ces réunions consultatives il y a quelques années, et qui visait à approfondir, en fait, à davantage homogénéiser les actions diplomatiques centra-asiatiques sur la scène internationale, pour aller dans le sens de ce que vous dénoncez, et ça a un petit peu obéré en fait les perspectives d'intégration entre guillemets de ces réunions consultatives. Et en fait, ce qu'on a vu lors de la dernière édition à Tachkent en Ouzbékistan, c'est que plutôt que de s'approfondir, ils ont préféré s'étendre. Et donc, ils ont ils ont accueilli en tant qu'État membre de plein droit l'Azerbaïdjan, dont le président Aliyev était déjà présent depuis 2-3 ans à ces réunions consultatives des chefs d'État d'Asie centrale. Donc oui, ce que vous dites est tout à fait pertinent, je suis d'accord avec vous. Je dirais que vous avez, une fois encore, 2 pays qui sont beaucoup plus actifs et, à mon avis, pertinents sur la scène internationale, qui sont le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, qui ont plus de moyens, qui sont beaucoup plus... je dirais, friand de la chose diplomatique. Vous avez le Kyrgyzstan et le Tadjikistan qui ont beaucoup moins de moyens, mais qui existent sur des créneaux. Je pense par exemple à la question de l'eau. Moi, j'avais été au Forum international d'Astana il y a 3 ans maintenant, et Sadir Japarov avait fait une intervention que j'avais trouvée très pertinente sur la question de l'eau. Il faisait arrêter en parallèle des opposants politiques à Bichkek, mais il était en train de parler de l'eau, on va dire de la fonte accélérée des glaciers centra-asiatiques, et du coup, qu'est-ce qu'on a vu après, quelques mois après, Kassim-Jomart Tokayev qui était aux côtés d'Emmanuel Macron à Riyad pour coprésider un sommet sur l'eau. Donc ce sont aussi des pays qui peuvent exister sur des niches diplomatiques qui ensuite sont un petit peu phagocytés par les gros. L'Ouzbékistan qui s'était positionné sur l'Afghanistan, et qui était vraiment le pays en pointe sur le sujet en Asie centrale. Tous les autres ont suivi, et maintenant c'est plutôt le Kazakhstan qui est très actif, qui organise des forums d'affaires avec les talibans. Je pense aussi dans une rivalité diplomatique toujours très à vif entre ces deux États-là. Et puis il y a le Turkménistan, voilà, qui définitivement détonne au milieu de tout ça. Moi j'avais regardé, je m'étais amusé un petit peu à écouter les discours des 5 leaders centra-asiatiques à la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est vrai que quand vous entendez le président du Turkménistan qui vous explique qu'il faut être neutre pour que tout se passe bien en ce bas monde et qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de crise, c'est un pays qui est quand même frontalier de l'Iran et de l'Afghanistan, enfin les bras vous en tombent, quoi. Donc vous avez affaire au Kazakhstan, en Ouzbékistan, à des gens beaucoup plus responsables. Une fois encore, Tokayev a une longue expérience, c'est un grand diplomate. Mais c'est vrai que la vision d'ensemble, enfin il n'y a pas de position d'ensemble. Je suis d'accord avec vous. Ce que vous évoquez sur le Sud global est intéressant. Juste un petit point là-dessus. Le Kazakhstan est vraiment dans ce logiciel-là, Sud global. Il parle beaucoup de middle power depuis un moment. À une certaine époque, quand vous évoquiez aux Kazakhstanais, aux diplomates du Kazakhstan, le fait que ce pays était une moyenne puissance, ils pouvaient en prendre ombrage. Aujourd'hui, ils le revendiquent. Parce qu'ils voient ça finalement, pour faire suite à ce que je disais tout à l'heure, comme un créneau en fait, pour exister en propre. Ils voient que la situation au niveau de l'ONU n'est pas très bonne, qu'on assiste à une fragmentation accélérée de l'ordre international sous l'effet d'un peu de l'hubris unilatéraliste en fait, des grandes puissances, Chine, Russie et donc maintenant les États-Unis. Et pour faire respecter le droit à l'international, pour ouvrir un petit peu, élargir le champ des possibles à ce niveau-là, ils essaient vraiment de se positionner comme je dirais pas une contre-voix, ce serait un peu trop fort, mais une voie alternative pour porter des sujets sur lesquels en fait, on donne moins la parole à des plus petits. Donc ils sont dans cette situation assez intermédiaire entre les très grands, qui n'en font qu'à leur tête, qui font ce qu'ils veulent, pour schématiser à l'excès, et les tout petits. Et le Kazakhstan n'est une fois encore pas un tout petit. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, je pense, intéressant et à noter. Et sur votre question sur les bénéfices réciproques franco-centra-asiatiques, écoutez, on est en présence là alors,
vous avez compris que dans mon esprit, on n'a aucune démocratie pluraliste aujourd'hui en Asie centrale, hein, très clairement. Pour autant, ce sont 5 pays avec lesquels on a des perspectives de coopération très pertinentes. Et une fois encore, le moment s'y prête. On n'a pas toujours eu affaire à des pays qui étaient aussi ouverts à l'international et aussi preneurs de partenaires autres que la Russie et la Chine. Le Kazakhstan, oui, mais d'autres non. Là, c'est bien le cas. Je pense que, par exemple, pour ce qui a trait aux accords de Paris sur le climat, les 5 ont signé ces accords. À peu près tous ont posé des objectifs de neutralité carbone, Ouzbékistan 2050, Kazakhstan 2060. C'est une fois encore dans leur logique, dans leur action diplomatique, la transition énergétique, la décarbonation, c'est quelque chose de très important. Et je pense que pour nous, déjà d'exporter notre savoir-faire en matière de renouvelables, en matière de gestion des ressources hydriques, qui est un sujet vital pour des pays comme l'Ouzbékistan et le Turkménistan aujourd'hui. On a là vraiment de belles perspectives de collaboration, je dirais, et aussi peut-être un petit peu plus symboliquement encore que de convertir de grands producteurs d'hydrocarbures comme le Kazakhstan, comme l'Ouzbékistan. Sait-on jamais le Turkménistan qui a pris conscience qu'il rejetait beaucoup de méthane dans l'atmosphère et qu'il fallait s'en saisir, sur pression des Américains et des Émiratis. Il y a sans doute là quelque chose à faire, accompagner ces pays pour montrer qu'un autre mode de développement économique est possible pour des pays qui sont pris dans le piège de la rente pétro-gazière. Donc voilà, après il y a aussi des questions liées à la connectivité, les infrastructures de transport. Je crois que l'aéroport de Paris est présent à l'aéroport d'Almaty. Ils ont des intérêts. Donc voilà, il y a des secteurs industriels comme ça sur lesquels on a quand même des choses à apporter. Une fois encore, pour eux, c'est important de ne pas être dans la main des Russes et il faut pas se mentir, de plus en plus des Chinois. Merci beaucoup. Donc la deuxième personne qui fera partie de cette mission en Asie centrale, Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur. J'ai plusieurs questions à vous poser. La première, sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu beaucoup parler de relations avec la Turquie. Quid de ces relations de ces pays, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, avec la Turquie, surtout aujourd'hui avec une modification des relations stratégiques et des rapports stratégiques, puisque effectivement la Russie a été détrônée au profit de la Chine. Et je voudrais savoir ce qu'il en est. Et je voudrais aussi savoir quels bénéfices la France peut retirer d'une position plus importante dans cette région du monde, tant sur le plan économique qu'en termes d'influence, compte tenu de ces relations-là, surtout aujourd'hui avec ce qui se passe en Iran. Est-ce que ça va redessiner d'autres relations, un renforcement des liens avec la Turquie? Ensuite, une question sur la sécurité et la pérennité des approvisionnements de matières premières, puisque le Kazakhstan et l'Ouzbékistan sont des pays producteurs d'hydrocarbures, de matériaux rares et d'uranium, avec un besoin de sécurisation des approvisionnements de la France depuis le retrait du Sahel et notamment du Niger. Je voulais connaître votre position de façon plus approfondie sur la stabilité de cette région et les perspectives de coopération pérenne sur nos approvisionnements dans ces matériaux critiques. Et enfin, une troisième question sur la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pouvez approfondir ces questions-là, et notamment les liens avec la France et l'Europe dans la lutte contre le terrorisme, surtout à la lumière, enfin, si on peut dire lumière, surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Je pense que lumière n'est pas le terme qui convient. Merci. Définitivement pas. Franchement, j'ai pas d'infos. C'est des sujets qui sont hors des radars, en tout cas hors des miens, sur la lutte contre le terrorisme. Sur ce que vous évoquez, finalement, j'ai un peu partiellement quand même répondu à votre question par rapport aux bénéfices pour la France à travailler avec les républiques d'Asie centrale sur le plan, je dirais, économique. Non, enfin, en termes d'influence, c'est quand même intéressant. Disons que nous, on est intéressant pour eux, par rapport à ce que j'évoquais sur l'exposition, par exemple, de l'Ouzbékistan au musée du Louvre. Un pays comme le Kazakhstan, qui a été durement contesté dans son existence étatique par la Russie depuis 2022, et en fait depuis le 29 août 2014,
quand Vladimir Poutine avait expliqué que le Kazakhstan n'avait jamais existé comme État avant la présidence de Nursultan Nazarbayev, donc avant 91. Moi, j'avais commencé mon stage à l'ambassade de France au Kazakhstan 2 jours après. Je peux vous dire que tout le monde ne parlait que de ça au Kazakhstan, quoi. Et que derrière, les relations entre la Russie et le Kazakhstan se sont quand même détériorées. La fin de la présidence Nazarbayev, les 2-3 dernières années, ça a été très très compliqué, hein, très compliqué. Donc un pays comme le Kazakhstan aujourd'hui, voilà, en France par exemple, pour prendre un exemple que je connais du dedans, est très actif sur ces questions-là, s'efforce d'organiser des événements sur les questions architecturales par exemple, a eu une exposition au musée Guimet aussi, où ils ont pu mettre à l'honneur un certain nombre d'objets artisanaux du Kazakhstan pour montrer que le Kazakhstan est un État qui préexiste très largement la colonisation russe qui avait commencé au XVIIIe siècle dans le nord du pays. Il y a quand même un intérêt, je pense, peut-être pour sortir un peu de Kazakhstan-Ouzbékistan, qui est par rapport à la situation en Afghanistan. Le président Macron avait reçu Emomali Rahmon à l'Élysée, je crois que c'était en septembre 2021, donc quelques semaines après le retour au pouvoir des talibans à Kaboul. Et quand il avait reçu les 2 chefs d'État du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan en novembre 2022, il s'était entretenu par téléphone aussi, entre-temps, avec Emomali Rahmon. Donc on sent bien que là, il y a un dialogue en haut lieu, sur lequel évidemment j'ai pas plus d'informations et pour cause, par rapport à la situation en Afghanistan. Un pays comme les États-Unis est très actif à ce niveau-là au Turkménistan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, parce que ce sont des pays qui comptent en fait des diasporas centra-asiatiques, surtout le Tadjikistan en fait, en Afghanistan. Vous avez à peu près 15 millions de Tadjiks ethniques qui habitent en Afghanistan, vous avez 4,5 millions d'Ouzbeks, et je crois que vous avez 1 million de Turkmènes. Donc il y a des liens transfrontaliers qui subsistent, et qui sont très forts entre Tadjiks des 2 côtés de la frontière tadjiko-afghane. Et donc ça, c'est un relais d'information, c'est un moyen de savoir ce qui se passe dans l'Afghanistan des talibans de Haïbatullah Akhundzada. Donc je pense que là aussi, pour un petit peu sortir du prisme simplement économique, il y a aussi une question liée, je crois que c'est monsieur qui parlait de problèmes migratoires, peut-être, ou si ce n'était pas vous, c'est quelqu'un d'autre, voilà, mais la dimension migratoire, aussi savoir quelles sont les personnes qui peuvent venir en Europe, sachant qu'il ne faut pas non plus surexagérer la dimension migratoire qu'une crise interne en Afghanistan pourrait avoir sur l'Asie centrale, parce qu'en fait, l'Asie centrale n'est historiquement pas une terre d'accueil des réfugiés afghans. C'est plutôt le cas en réalité du Pakistan et de l'Iran. Mais pour autant, il y a forcément des gens qui, comme j'ai dit, qui ont des liens familiaux transfrontaliers, qui peuvent être tentés de remonter en Asie centrale et à partir de là, peut-être avoir accès à des pays comme la Turquie et de là, venir en Europe, ce qui s'est vu. Donc je pense que là, c'est précieux en fait, de continuer à cultiver ces liens, mais une fois encore, à mon petit niveau, j'ai pas plus d'informations. Merci pour votre question sur la Turquie. C'est très pertinent, j'en ai pas parlé parce que j'ai dû un petit peu cibler mon intervention. La Turquie, c'est un pays qui en fait, en 1991, quand l'Asie centrale s'est désoviétisée progressivement, a vu l'émergence de cette terre musulmane, sunnite, et linguistiquement affiliée aux Turcs. Je crois que le degré d'intercompréhension entre Turkmènes et Turcs est très élevé. Ils parlent chacun leur langue nationale respective et ils peuvent quasiment se comprendre intégralement de ce qu'on m'a dit. Et donc ils ont vu, si vous voulez, l'émergence de l'Asie centrale indépendante comme un espace d'approfondissement géopolitique pour eux. Pardon ? Ah, dans le micro, pardon, excusez-moi. Ouais, je vais me rapprocher. Voilà, pardon. Et ils ont un petit peu voulu jouer le grand frère. Le nouveau grand frère. C'est pas très bien passé en Asie centrale parce que ces pays ont été dès le départ très attachés à leur souveraineté. Il y a eu un petit élément supplémentaire dans le cas de l'Ouzbékistan et du Turkménistan, c'est qu'un certain nombre de dissidents anti-Islam Karimov et anti-Sapar Muratniazov s'étaient réfugiés en Turquie. La Turquie, c'est je salue d'autant plus votre question que la Turquie, c'est après la Russie vraiment
une terre d'accueil pour les migrants du travail centra-asiatique. Vous avez une certaine communauté turkmène. Le turkmène s'expatrie très peu parce que c'est un pays complètement fermé. Et ils sont quand même présents en Turquie. Quand les régimes d'Ouzbékistan et du Turkménistan ont mis la pression sur les autorités turques et n'ont pas voulu extrader ses opposants politiques, et donc ça a créé des tensions supplémentaires. Après, il y a eu des évolutions. Il y avait aussi un élément supplémentaire en fait pour la Turquie, ce qui était plutôt à son bénéfice, c'est que par opposition à un pays comme l'Iran, par exemple, qui était crédité, d'une mauvaise réputation par rapport à son messianisme révolutionnaire, le fait en plus que l'Iran soit un pays chiite, que c'est une religion, c'est un pan de l'islam très minoritaire en Asie centrale. La Turquie était affiliée à l'islam sunnite et avait, à travers sa Diyanet, réussi un petit peu à exporter son modèle de république laïque, puisque les pays d'Asie centrale sont aussi très conformes à leur tradition soviétique à ce niveau-là, c'est qu'il y a une gouvernance résolument séculière dans l'espace public, même si ce sont des pays de tradition musulmane, mais l'islam reste confiné, si j'ose dire, à la sphère purement privée, parce que ces pays, dès le départ, ces régimes, ces dirigeants ont vu l'islam comme une source de contestation politique potentielle. Donc la Turquie, en termes de modèle politique, cadrait parfaitement avec cette identité centra-asiatique-là. Après, je dirais que la Turquie a connu un regain d'influence et de présence sur l'Asie centrale à partir de 2020, et en fait de la victoire progressive qui était en train de se dessiner dans le Haut-Karabakh pour l'Azerbaïdjan. Les Centra-Asiatiques, notamment le Kyrgyzstan, ont vu les Bayraktar à l'œuvre et en ont acheté un grand nombre à l'appui de leur propre litige frontalier avec le Tadjikistan. Donc il y a eu cette diplomatie des drones qui est venue un petit peu relancer des velléités d'influence turque vis-à-vis de l'Asie centrale, et puis la guerre en Ukraine, le développement de liaisons transcaspiennes, notamment entre le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, parce que le Kazakhstan essaye vraiment de se départir de sa dépendance terrible par rapport à la Russie en termes de transit pétrolier. Vous avez plus de 80% du pétrole kazakhstanais qui est exporté par le nord depuis la Caspienne vers Novorossiysk, le port russe en mer Noire, qui a été frappé d'ailleurs il n'y a pas longtemps par les forces de Zelensky, ce qui a provoqué la colère de Kassim-Jomart Tokayev. Donc l'Azerbaïdjan, la Turquie, qui sont des pays membres de l'Organisation des États turciques, dont font partie Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan et Turkménistan en tant qu'État observateur, c'est aussi un instrument supplémentaire en fait de cohésion et de renforcement des relations turco-centra-asiatiques. Il y aurait quand même peut-être un petit bémol, c'est que, je dirais, en fait, sur la question du panturcisme politique, la Turquie a remporté une victoire assez intéressante quand les pays d'Asie centrale ont soutenu l'Azerbaïdjan de fait par rapport à l'Arménie sur la question du Haut-Karabakh, alors que le Kazakhstan et le Kyrgyzstan sont membres dans l'organisation du traité de sécurité collective et donc alliés militaires à l'Arménie sur le papier. Donc ils auraient dû plutôt se porter au soutien de Nikol Pachinian, sachant que quand l'OTSC était intervenue au Kazakhstan en 2022, elle était sous présidence arménienne de Nikol Pachinian, en passant. Donc ça a été un gros point pour la diplomatie turque. En revanche, ils n'ont pas réussi, à ce jour en tout cas, à faire que les pays centra-asiatiques acceptent une présence de la République turque de Chypre du Nord en tant qu'État membre de plein droit de l'Organisation des États turciques. Et sur la question ouïghour, Erdogan, qui avait été très critique vis-à-vis de la Chine au cours des années 2000, qui ensuite l'a mise en veilleuse, eh bien ça du côté de l'Asie centrale, ça n'a pas été relayé pour des raisons géographiques et économiques assez évidentes. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les relations turco-centra-asiatiques. Merci beaucoup. Je suis désolé de me faire un peu de rappel, mais j'appelle à la concision parce que j'ai encore beaucoup de questions. Je vois le temps qui file. Je vais procéder donc par double question maintenant qu'on a eu les deux personnes membres de la mission d'information. Et je commence par Jean-Pierre Grand, qui lui doit être rapporteur d'ailleurs sur une convention sur le Kyrgyzstan. Oui, tout à fait. Nous allons effectivement prochainement examiner, ici en commission puis en séance publique, l'accord entre la France et la République du Kyrgyzstan. Alors, le Kyrgyzstan, je le dis, c'est le petit, à l'ouest de la Chine, c'est le petit pays en bleu foncé. Hein, comme ça, tout le monde le situe. Donc, je profite pour vous poser, monsieur, deux questions et vous redire mon admiration sur la maîtrise de ces noms impossibles à prononcer que vous avez.
Dans un contexte de recomposition des équilibres en Asie centrale, marqué par la guerre en Ukraine et le renforcement des présences russes et chinoises, dans quelle mesure l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Kirghizistan peut-il réellement contribuer à l'autonomisation stratégique de Bichkek, dont la capitale de ce beau pays dont nous parlons, ou risque-t-il de rester marginal face aux logiques d'intégration eurasiatique? Je pense naturellement à la route de la soie. La deuxième question que je vous pose, c'est l'accord qui prévoit un approfondissement de la coopération en matière de sécurité, de commerce, de gouvernance, dans un contexte de fragilité structurelle, droits de l'homme, réexportation vers la Russie, dépendance économique, etc. Quels sont, selon vous, les principaux angles morts ou risques d'ineffectivité de cet accord et quels leviers concrets l'Union européenne peut-elle activer pour en garantir la crédibilité? Voilà. Et ensuite, François Bonneau. Merci Président, merci Monsieur pour votre éclairage très intéressant sur cette zone. Effectivement, les pays d'Asie centrale sont entre le marteau russe et la faucille chinoise, et on y trouve très régulièrement une influence et un souvenir très, très, très marquant, voire même une certaine nostalgie de l'Union soviétique. Un certain nombre de travailleurs de ces pays vont en Russie où ils sont, semble-t-il, plutôt maltraités et de moins en moins demandeurs pour y aller, semble-t-il. Justement, je voudrais avoir votre regard par rapport à ça, avec ici et là des phénomènes de radicalisation. Et donc, ma question est la suivante. Quel est le niveau d'intrusion de la Russie, de Poutine, sur ces pays? Et aussi, vous ne l'avez pas évoqué, qu'en est-il du contournement des sanctions à l'égard de la Russie via ces mêmes pays? Je vous en prie. Merci pour vos questions. Bon, je vais essayer d'être concis. Question complexe. Ils ont été effectivement maltraités. Maltraités donc. Ils ont été maltraités après les attentats du Crocus City Hall du 22 mars 2024, surtout les Tadjiks. Les conditions, en fait, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir un visa pour avoir accès à la Russie, puisque le Tadjikistan ne fait pas partie de l'Union économique eurasiatique. Donc c'est pour commencer à répondre aussi à votre question sur le contournement des sanctions. Ils sont quand même toujours présents en Russie. Je crois qu'il y a eu un certain tarissement en fait, du flux migratoire en provenance d'Asie centrale vers la Russie en 2024, mais je pense que c'est reparti. Les liens économiques de dépendance vis-à-vis de ces remises migratoires en provenance de Russie sont très très forts au Kyrgyzstan, au Tadjikistan. À l'époque du Covid, c'était, je crois, 1/3 du PIB de ces pays. Donc, une réponse un petit peu alambiquée, mais s'il y avait eu vraiment une décrue terrible à ce niveau-là, je pense qu'il y aurait eu des conséquences socio-économiques très prononcées au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, et le Kyrgyzstan, c'est quand même le Tadjikistan, c'est plus difficile d'avoir de l'information, mais le Kyrgyzstan, les choses ressortent quand même. Donc, je pense que malgré tout, les liens subsistent dans une certaine mesure. Et mine de rien, les Russes ont quand même cannibalisé beaucoup de leur jeunesse sur le front ukrainien. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Et c'est pas que des Nord-Coréens. Ils ont besoin de gens en plus qui parlent leur langue, ce qui est le cas des Kyrgyzstanais et des Tadjikistanais. Donc, c'est une main-d'œuvre qui est quand même précieuse aussi pour les Russes maintenant, et plus qu'à une certaine époque, puisque là où je suis d'accord avec vous, c'est que les Russes avaient tendance à pas être très sympathiques avec les migrants centra-asiatiques, pour l'avoir vu lors de mes années moscovites. Sur le contournement des sanctions, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan, qui sont comme l'Arménie membres de l'Union économique eurasiatique, qui aujourd'hui est plutôt en fait une structure à la solde de la Russie, en fait de sa survie économique dans le contexte des sanctions. C'est intéressant quand vous étudiez l'évolution du commerce extérieur de ces pays-là avec la Russie. Par exemple, le Kyrgyzstan, qui était un pays qui importait des vêtements, de la nourriture de pays européens. Aujourd'hui, c'est un pays qui importe des biens d'équipement, qui importe des articles cosmétiques, des produits de luxe en grande quantité.
c'est un pays pauvre, hein, le Kyrgyzstan. Donc on comprend bien que, enfin on imagine en tout cas fortement que c'est dans une logique de réexportation et de réacheminement vers la Russie. Mais ce n'est pas un phénomène consubstantiel aux pays membres de l'Union économique eurasiatique. Un pays comme l'Ouzbékistan a enregistré beaucoup immatriculé beaucoup d'entreprises à capitaux russes dans les premières semaines suivant l'invasion russe de l'Ukraine. Et donc à l'évidence joue aussi un petit peu un rôle de relais en fait vis-à-vis de la Russie. Il faut aussi voir la chose en sens inverse, c'est-à-dire que ce sont des pays qui acheminent des produits russes sous sanctions vers des marchés extérieurs. Donc c'est aussi dans l'autre sens. Je pense par exemple au pétrole et au bois, je crois, qui est considérablement réexporté par le Kazakhstan, mais à revérifier. Pour vos questions sur le Kyrgyzstan, c'est très musical ce matin. pour le Kyrgyzstan, monsieur, la Russie, la Chine, c'est 5 milliards d'euros d'échanges commerciaux annuels avec le Kyrgyzstan. La Russie, c'est 3,5 milliards. L'Union européenne, c'est moins d'1 milliard. Donc, bon, il y a une réalité économique que vous avez de toute façon mentionnée dans votre question, qui n'est pas à l'avantage de l'Union européenne. Il y a un autre point négatif pour l'UE qui est que c'est un acteur lointain et un acteur assez marginal sur le plan sécuritaire par rapport à la Chine et à la Russie. On parle d'un pays fragile qui a connu 3 révolutions, décidément, qui a été en guerre avec le Tadjikistan, qui a une base militaire russe sur son sol, où il y a aussi des sociétés militaires privées chinoises qui ont été déployées, notamment dans le nord, pour mettre sous bonne garde les gisements miniers exploités par les Chinois, qui ont pu être confrontés à des actions très hostiles de la part de Kyrgyzstanais. Donc il y a un différentiel qui est à mon avis incomblable sur le plan de la sécurité, sachant une fois encore que l'Afghanistan n'est pas loin. Il y a des enjeux sécuritaires forts au Kyrgyzstan. Osh par exemple, qui est on va dire la capitale du Sud, la grande ville qui est à la frontière avec l'Ouzbékistan, qu'on distingue un petit peu sur la carte quand même, c'est une plaque tournante pour les trafics de drogue au départ de l'Afghanistan vers la Russie, la fameuse route du Nord. Donc l'Union européenne a une utilité à ce niveau-là avec des programmes de gestion de la sécurité frontalière, de lutte contre les trafics de drogue qui ont été mis en place en Asie centrale au début des années 2000, BOMKA, KADAP, pour ne pas les citer. Mais sur le plan économique, c'est vrai qu'on est un petit peu loin. Ceci étant, je dirais que l'accord de partenariat et de coopération renforcée, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour le Kyrgyzstan, parce que ça peut permettre de tirer à la hausse certaines productions, par exemple des productions agroalimentaires, qui ont accès en fait facilement au marché chinois, au marché russe, peut-être moins au marché européen. Donc là, il peut aussi y avoir un gain qualitatif à ce niveau-là qui est appréciable du côté du Kyrgyzstan. Il ne faut quand même pas oublier que l'Union européenne, à travers l'instrument de coopération et développement, l'ICD, a beaucoup investi dans les programmes éducatifs, programmes de développement, qui sont importants au Kyrgyzstan. Les États-Unis, je crois, ont une université aussi à Bishkek. Donc ils sont vraiment dans la main des Russes et des Chinois sur le plan économique. Je crois que la Chine détient 40% de la dette publique extérieure du Kyrgyzstan. Donc le piège de la dette, comme on dit, suivant l'expression consacrée. Les investissements européens n'ouvrent pas à ce type de piège, en fait. C'est des investissements qui sont plus équitables, durables et qui sont peut-être aussi beaucoup plus respectueux de la souveraineté des États. Et je pense qu'aujourd'hui, en Asie centrale, on y est extrêmement sensible. Merci beaucoup. Donc j'ai les 2 questions suivantes. Michel Gréau, mais ensuite Jean-Baptiste Lemoine. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir notamment sur la souveraineté énergétique française. La transition énergétique française repose en partie sur le développement du nucléaire civil et notre approvisionnement en uranium dépend à hauteur d'environ 17% du Kazakhstan, premier producteur mondial. La guerre en Iran, en menaçant les routes de transit et en faisant flamber les primes d'assurance sur les corridors d'Asie centrale, fragilise cette chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, Rosatom, groupe étatique russe, a battu Framatome pour la construction de la première centrale nucléaire
kazakhtanaise, une occasion manquée stratégique pour la France. Quelles mesures concrètes la France devrait-elle prendre pour sécuriser ses approvisionnements en uranium centra-asiatique et que révèle cet échec commercial sur les lacunes de notre diplomatie économique dans la région? Et depuis l'invasion en Ukraine en 2022, le corridor de transport Transcarpia, dit Middle Corridor ferroviaire et routier, a connu une croissance spectaculaire, passant de 600 000 tonnes en 2021 à 2,7 millions de tonnes en 2023. La guerre en Iran, rendant le corridor iranien inopérant, renforce mécaniquement l'attractivité de cette route. La France n'a pourtant toujours pas mis en place de plateforme de dialogue avec les 5 États d'Asie centrale, contrairement à l'Allemagne et à l'Italie. Faut-il que la France se dote d'urgence d'un format C5 plus France, et quel investissement dans les infrastructures de transport et de connectivité digitale la France et l'Union européenne devraient-ils mobiliser pour ne pas laisser ce corridor devenir exclusivement une affaire sino-azerbaïdjanaise? Merci. Jean-Baptiste, c'est bon, donc on peut continuer. Merci Président, merci beaucoup également pour votre présentation. Ma question en fait porte sur justement l'engagement européen dans la région. On voit bien le souhait de ces pays de sortir du face-à-face avec la Russie et la Chine. Pour autant, vous l'avez dit, les liens financiers et politiques étant ce qu'ils sont, c'est pas évident non plus. L'Union européenne a mis en place une stratégie Asie centrale. L'année dernière, en avril 2025, d'ailleurs, s'est tenu un sommet UE Asie centrale. Mais au-delà, je dirais, du simple document stratégique pour la zone et puis de ce type de réunion, est-ce que vous voyez un accroissement de l'implication et des investissements des pays de l'UE dans la zone? Première question. Et deuxième question, au sein des pays européens, je pense que la France est quand même dans le top 3 en matière d'influence dans la zone. Néanmoins, j'imagine que l'Allemagne est assez présente, l'Italie peut-être également assez intéressée. Et donc, de ce point de vue-là, comment appréciez-vous notre empreinte? On a des liens forts historiques. Je pense à la base de Dushanbe qui, pendant 13 ans, a accueilli des effectifs militaires français, qui avaient vocation aussi à intervenir sur l'Afghanistan. Je pense au rôle de l'IFEAC, notre institut d'études sur l'Asie centrale. Voilà, ce sont mes deux questions. Je vous en prie. Merci beaucoup pour vos très pertinentes questions. Je vais répondre à monsieur en premier. Vous faites référence au sommet UE Asie centrale de Samarcande. C'était quand même une première historique. Il faut le mentionner. Il y a une vraie accélération de l'activisme de l'Union européenne en Asie centrale. Ça n'a pas toujours été le cas, notamment à l'époque de Catherine Ashton, pour ne pas la nommer. Je pense que là, on est en présence d'une région qui s'essaye au multilatéralisme avec les carences que j'ai mentionnées, mais pour autant, il y a un dialogue. C'est une région qui est plus prête à être adressée en tant que 5 pays par des acteurs extérieurs. On le voit avec les États-Unis, on le voit avec l'Inde, on le voit avec le Japon, mais le Japon, ça remonte aux années 2000. C'est un contre-exemple parce qu'eux, pour le coup, ont été, avec les Sud-Coréens, les premiers à mettre en place des C5+1. Ils ont été précurseurs. Mais nous, on s'y essaye. Européens, on s'y essaye. Plus que ça, il se passe quand même beaucoup de choses. Charles Michel s'est rendu régulièrement. Il a rencontré les 5 leaders centra-asiatiques, par exemple, juste avant une réunion consultative au Kyrgyzstan, à Tcholponata, je crois, en 2023. Il y a un intérêt très net du côté de l'Union européenne pour la transition énergétique, pour la connectivité, le Global Gateway Programme qui avait été annoncé par Von der Leyen en décembre 2021. 300 milliards d'euros d'investissement à l'international. Et c'est pour finalement aller dans votre sens. 300 milliards d'euros, et sur l'Asie centrale, sur les questions de connectivité purement centra-asiatique, c'est 10 milliards. C'est faible. C'est très faible. Il y a des rapports d'experts qui indiquent qu'il faudrait au moins 30 milliards pour vraiment développer
les différents projets en cours, et notamment le Middle Corridor qui a été évoqué par Madame, sur lequel je vais revenir parce que c'est une question centrale de plus en plus. Donc je suis d'accord avec ce que vous évoquez, évidemment, la présence de la base militaire française à Douchanbe, l'IFEAC, l'Institut Sorbonne-Kazakhstan, qui est l'un des deux véritables points bénéfiques de la visite de François Hollande en décembre 2014 au Kazakhstan, avec cette rencontre avec Vladimir Poutine dont j'ai parlé tout à l'heure. La France est une puissance présente sur le plan du soft power, et de plus en plus, d'ailleurs je crois que quand Emmanuel Macron était à Samarcande en novembre 2023, ils ont inauguré avec le président Mirziyoyev une alliance française sur place. Donc les choses évoluent, s'approfondissent. Voilà, je dirais qu'il y a des axes qui sont très clairement ciblés par les Européens, qu'on entend un petit peu moins sur les droits de l'homme depuis un moment. Peut-être qu'ils ont pris le pli des Américains depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. C'est une réflexion en passant. Pour autant, lors du sommet de Samarcande, il y a eu aussi, on a observé la présence de la Banque européenne d'investissement qui a annoncé, je crois, un plan d'investissement d'1,5 milliard d'euros là, dans les questions de connectivité. Donc, et c'est pour faire le lien avec votre question, Madame. Je pense qu'il va y avoir une densification en fait, de l'effort européen sur ces questions de connectivité, parce qu'effectivement, la situation en Iran, corrélée à ce qui se passe entre Afghans et Pakistanais, est en train de complètement rebattre les cartes de la connectivité centra-asiatique et des stratégies de désenclavement vers le sud. Je pense que plus que jamais, ça peut être un mal pour un bien, hein, en vérité. Plus que jamais, qu'est-ce qu'on voit? Cette Asie centrale, elle est cernée au nord par une Russie sous sanctions, au sud par un Iran qui est capable de semer le chaos partout autour de lui, pas en Asie centrale, parce que ce sont des pays qui sont membres de l'OCS, comme l'Iran, parce qu'il y a l'OTSC, donc l'armée russe pas très loin. L'Afghanistan et le Pakistan, c'est très inquiétant ce qui se passe. Je ne vais pas insister sur le sujet. Donc en fait, plus que jamais, la connectivité et le désenclavement de l'Asie centrale, il va se faire de façon longitudinale dans un axe Chine, Union européenne. Et donc là, le président Tokayev, et vous avez tout à fait raison d'insister sur la dynamique haussière en fait, de cette fréquentation commerciale du fret, du TITR, c'est quelque chose de substantiel, c'est vrai. Le président Tokayev est très, très allant sur le sujet, et pour cause. Lui, une fois encore, ce qu'il veut, c'est se départir du transit russe, pour le pétrole essentiellement, mais aussi le blé, d'autres commodités kazakhstanaises. Donc c'est une tendance de fond qui s'est amorcée. À voir ce qui va se passer, par exemple, au Turkménistan, qui avait investi dans le port de Turkmenbashi, qui est donc le seul pays d'Asie centrale à avoir un ancrage caspien, qui est une mer fermée, mais pour autant c'est une bénédiction par les temps qui courent. Donc oui, c'est un mouvement de fond. Voilà, je dirais que l'Union européenne doit être plus présente, et à mon avis le sera, sur ces questions-là. La France est... je ne sais plus si c'est vous, monsieur, ou vous, madame, qui me posez la question en gros, du C5+1 France-Asie centrale, c'est vous. Moi, c'est quelque chose que j'avais évoqué auprès de diplomates français. C'est pas quelque chose de forcément très bien vu, de très populaire. En fait, on peut voir la chose de deux façons. Soit on se dit la France a une ambassade dans chaque capitale centra-asiatique, ce qui est quand même très rare au niveau des États membres de l'Union européenne. Je crois qu'il n'y a que l'Allemagne qui soit dans cette situation-là. D'un autre côté, on a des partenariats économiques qui sont très épars en fait. Nous, c'est le Kazakhstan 5 milliards, l'Ouzbékistan 1 milliard avec une dynamique intéressante. Le Turkménistan, c'est plus marginal, et le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, c'est presque chimérique, quoi. Donc voilà, il y a un petit peu du pour et du contre. C'est vrai que pour, disons, ritualiser un peu le dialogue diplomatique, multilatéral, il n'y a rien de mieux qu'un C5+1. Bon, en même temps, on a deux partenaires stratégiques dans la région. Je ne suis pas certain que ce soit le cas de beaucoup d'autres pays européens. On a fléché les pays avec lesquels, une fois encore, il est le plus pertinent aujourd'hui de dialoguer sur le plan politique, économique, et sur le plan stratégique, j'y rajouterai le Tadjikistan pour les raisons déjà évoquées. Et vous, en fait, dans votre question, madame, vous avez déjà répondu. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter. Oui, sur l'uranium, effectivement, que le Kazakhstan, c'est un fournisseur majeur pour nous, plus encore depuis la crise nigérienne. L'Ouzbékistan est un pays qui nous intéresse de plus en plus, qui a en plus annoncé une augmentation de sa production. Alors c'est le 5e producteur mondial, donc il est très loin derrière le Kazakhstan, mais pour autant il veut la doubler d'ici la fin de la décennie. C'est aussi pour ça qu'Orano, je crois, est assez actif du côté de Navoï. Mais je serais peut-être un petit peu moins dur que vous, pour le coup, sur
l'échec de la diplomatie française au Kazakhstan par rapport au fait qu'on n'ait pas remporté d'appel d'offres sur les 2-3 centrales nucléaires du Kazakhstan. Il faut regarder les liens de dépendance en fait, entre le Kazakhstan et la Russie. Ce n'est pas simplement le pétrole. Le nord du Kazakhstan, vous avez encore une diaspora russe qui se réduit tendanciellement depuis 1991. On était à 40% de la population kazakhstanaise à l'époque. Aujourd'hui, on est plutôt à 1/6, donc ça baisse. Mais pour autant, il y a cette frange très russe du nord kazakhstanais. Vous avez des dépendances agricoles. Ce qu'on oublie un peu de dire, c'est que le Kazakhstan, qui est un grand producteur de blé, est pour autant confronté au réchauffement climatique, lui aussi, et qu'il a certaines récoltes qui ne sont pas au rendez-vous. Et donc, pour s'approvisionner, il le fait du côté de la Russie. Vous avez aussi une fourniture d'électricité dans le nord du Kazakhstan, du sucre, de produits laitiers. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les Russes sont extrêmement présents et ont les moyens en fait, de faire pression sur le Kazakhstan pour déstabiliser le nord de ce pays. Donc, on avait des atouts. Il y a eu des visites de délégations kazakhstanaises dans certaines centrales françaises. Mais il faut aussi avoir des fois la lucidité de reconnaître que là, il y a des réalités très localisées qui font qu'on ne peut pas s'aligner là-dessus. À mon humblissime avis. Merci beaucoup. Ensuite, quelqu'un que j'avais oublié qui fait aussi partie de la mission, Guillaume Gontard, et ensuite Jean-Luc Ruel. Oui, j'avais pas de questions particulières puisque les questions étaient posées par ma collègue Boyenne. Il y avait peut-être revenir sur le lien sur le Kazakhstan avec le sujet du nucléaire, puisque je sais que sur notamment les liens entre la France et le Kazakhstan sur la question nucléaire, je sais qu'on a des partenariats notamment avec l'université de Grenoble, notamment sur le nucléaire civil, et donc voilà, je voulais savoir où on était en tout cas ces relations, la question de la sécurité aussi, voilà, si vous pouviez dans le prolongement des questions qui avaient pu être posées. Merci. Jean-Luc Cruel. Merci Président. Merci pour votre exposé très précis. Vous suggérez que l'Asie centrale n'est plus seulement un espace de projection des puissances, mais un lieu où s'expérimente autre chose, une forme de gouvernance internationale sans centre, sans normes dominantes, sans hiérarchie stabilisée. Vous montrez que les États de la région combinent des logiques contradictoires, coopération avec la Chine, dépendance sécuritaire avec la Russie, ouverture progressive à l'Europe, relations avec le Japon, prudence vis-à-vis des États-Unis, sans jamais pourtant s'enfermer dans un bloc. Cela renvoie à une rupture plus large, la fin d'un ordre international structuré par des règles universelles portées par l'Occident, au profit d'un système où coexistent des normes concurrentes, parfois incompatibles. Ce que vous observez donc en Asie centrale doit-il être interprété comme une configuration propre à la région ou comme l'expression avancée d'une transformation plus profonde et durable de la gouvernance internationale? Donc est-ce que c'est propre à l'Asie centrale ou est-ce que c'est quelque chose qui peut anticiper un modèle plus large? Je vous remercie. Alors, je ne pourrais pas vous répondre sur le nucléaire. Là, c'est trop pointu. Je préfère pas m'aventurer là-dedans, donc je suis désolé. Je n'ai pas d'éléments de réponse. Sur votre question, qui est une question de théorie des relations internationales, hein, finalement, c'est intéressant. Je pense que les centres asiatiques jouent là-dessus, misent beaucoup là-dessus, sur le fait d'être ce laboratoire du multilatéralisme, de cette espèce de modèle dans une ère où on voit un ordre mondial complètement compartimenté, en fait, avec des logiques régionales qui sont de plus en plus puissantes, d'avoir cette région-là qui s'homogénéise, même si vous le rappelez dans votre question, et c'est ce sur quoi j'avais aussi insisté, c'est qu'ils sont plus homogènes, ils sont plus cohérents, mais il y a des différences de fond qui subsistent, qui sont très, très profondes, très fortes. Et donc, il y a ce côté... on est le reflet de quelque chose, on est à l'avant-garde de quelque chose, d'une nouvelle ère des relations internationales. Pour autant, moi j'insisterai toujours sur le côté très contradictoire de ces diplomaties centra-asiatiques. Je vais prendre juste un exemple très simple, c'est le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ou même le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, qui explique qu'il faut
comme beaucoup d'autres, hein, évidemment, réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies, ouvrir le jeu à d'autres puissances, ce qui se discute, hein, que l'Inde n'y soit pas aujourd'hui, c'est vrai que ça peut paraître étonnant. Bon. Mais c'est vrai que d'appeler à une plus grande démocratie internationale, hein, d'ailleurs un créneau qui est aussi investi par la Russie à travers ces BRICS+, à travers l'OCS, mais on parle de pays qui sont tout sauf démocratiques, en interne, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si j'arrive vraiment à répondre à votre question, mais je dirais que l'Asie centrale essaye, effectivement, c'est un terrain d'expression, d'expérimentation d'une nouvelle pratique des relations internationales. Est-ce que c'est une terre, pour autant, qui peut projeter un propre contre-modèle? Moi, j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu. Quand vous avez des pays qui sont aussi actifs et à bien des égards pertinents que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, et un pays au milieu de tout ça qui est le Turkménistan, qui veut entendre parler de rien, qui veut signer absolument rien, même dans une organisation comme l'organisation des États turciques où il n'y a pas de bloc militaire, il y a pas c'est pas très resserré en fait sur le plan des engagements. C'est vraiment la diplomatie économique pure, adossée à des considérations civilisationnelles turciques, cette fraternité linguistique, religieuse, etc. Même là, ils veulent pas y aller. Sur des sujets de fond, ils n'en parlent pas en public. Donc, c'est trop désarticulé, à mon avis, pour pouvoir camper quelque chose de très cohérent et de très exemplaire, au sens littéral du terme, pour cette ère internationale. Mais pour autant, une fois encore, dans cet ordre mondial de plus en plus régionalisé, cet espace-là, qui est un espace producteur d'hydrocarbures, un espace qui se lance à bride abattue dans la transition énergétique, parce qu'il est le plus en proie en fait, aux conséquences dévastatrices du réchauffement climatique, et un carrefour géostratégique majeur entre Russie, Chine, Afghanistan, Iran, la Turquie n'est pas très loin, le Pakistan non plus. On voit bien que là, il y a une concentration d'enjeux qui fait que on est obligé quand même de s'intéresser de plus en plus à cette Asie centrale, et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle le Kazakhstan et l'Ouzbékistan accueilleront une délégation sénatoriale française très, très prochainement. Parfait, merci beaucoup. En tout cas, merci pour... je crois pas qu'il y a d'autres demandes de questions. Peut-être rapidement, alors si je vois qu'il reste une ou deux minutes, nous dire un mot sur la mer d'Aral, parce que vous avez signalé tout à l'heure que la carte n'est plus tout à fait conforme, parce que la mer d'Aral, évidemment, se réduit, elle est pompée avec assiduité par certains. Peut-être nous dire un mot sur là où elle en est en ce moment. Madame Boyer, je vous en prie. Par les relations entre les Kazakhs et l'écologie, enfin, je vous pose cette question parce que j'ai entendu dire qu'effectivement, ils étaient assez frappés, traumatisés, je ne sais pas si le terme est exact, par les dégâts écologiques dans leur pays. Il y a la mer d'Aral, il y a aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup de pollution, et ce qui a développé chez eux un rapport à la nature ou à l'écologie ou à la préservation en tout cas de leur patrimoine, de leur faune et de leur flore, et peut-être aussi d'ailleurs de leur artisanat également, très particulier. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pardon, merci Cédric. Merci pour vos questions. Alors sur la mer d'Aral, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait quasiment disparu aujourd'hui en Ouzbékistan. Il en existe encore un petit fond au Kazakhstan. Disons que les autorités kazakhstanaises à l'époque du président Nazarbayev s'étaient plus souciées de ce sujet que du côté d'Islam Karimov, qui a un petit peu laissé mourir ça. Shavkat Mirziyoyev s'en est beaucoup plus soucié. Il a d'ailleurs vraiment relancé je parlais de réinsertion diplomatique de l'Ouzbékistan en Asie centrale. L'eau, c'est un sujet aussi sur lequel l'Ouzbékistan est actif, et pour cause. Il y a eu des dialogues comme ça montés par l'Ouzbékistan avec les 4 autres centres asiatiques sous l'égide de l'ONU. Des initiatives pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être au niveau de la mer d'Aral. Bon, ce que je vois moi, c'est qu'en Ouzbékistan, ils s'efforcent de revégétaliser la réserve de Badaï-Tougaï, donc où ils plantent beaucoup d'arbres et tout aussi. Là, c'est plus de temps finalement pour faire revenir de l'eau que pour endiguer les tempêtes de sable, de poussière, parce que ça a été un enjeu. En fait, ça a été une crise sanitaire majeure, hein, avec vraiment des cancers, des morts de nourrissons. Enfin, c'est ce qu'a vécu le peuple Karakalpak sur le plan sanitaire du fait de cette
monoculture cotonnière très intensive mise en place par les soviétiques au cours des années 60-70, c'est vraiment un drame. Du coup, pour faire le lien avec votre question qui a trait un peu plus à ce qui se passe au nord, au Kazakhstan, oui, les Kazakhstanais sont très... C'est un peuple nomade, c'est un peuple qui a un rapport à la nature qui est particulier, qui est peut-être plus prononcé encore que du côté des peuples sédentaires d'Asie centrale. C'est un peuple qui fait corps avec ses chevaux, avec ses élevages, etc. Il y a la mer d'Aral et il y a plus à l'est Semipalatinsk. Je l'évoquais tout à l'heure, le traité signé en 2006 qui a fait que l'Asie centrale est devenue une zone exempte d'armes nucléaires, un autre vecteur de diplomatie kazakhstanaise, la non-prolifération. Donc oui, ils sont très attentifs à ça. C'est aussi pour ça qu'un certain nombre de Kazakhstanais étaient très hostiles à ce que la première centrale nucléaire soit confiée à la Russie, parce que forcément, il y a des souvenirs qui restent très présents. Quand vous voyez des enfants hydrocéphales dans cette partie-là du pays, ça marque. Et vous avez pour le coup une évolution inverse que je voudrais mentionner au Kyrgyzstan, qui avait en 2000... C'est un pays qui a aussi des gisements d'uranium, notamment à Maïlou-Sou, dans le nord, et qui avait beaucoup contribué en fait à l'approvisionnement en uranium en fait du programme nucléaire soviétique dans les années 50-60, qui a payé un lourd tribut environnemental également. Et en 2019, il y a eu un moratoire imposé à l'époque c'était le président Sooronbay Jeenbekov qui a ensuite été renversé, mais donc un moratoire pour ne plus disons mettre en valeur des gisements d'uranium dans le pays. En 2024, Sadir Japarov est revenu dessus et promet de faire du gisement de Kyzylompol, le nouveau Koumtor qui est en fait le joyau économique du Kyrgyzstan, la grande mine d'or dont il avait d'ailleurs fait partir le Santera Gold, une grande entreprise canadienne qu'il avait accusé de polluer. Donc c'est un argument à géométrie variable visiblement au Kyrgyzstan que l'écologie. Je m'amuse à regarder des photos sur effectivement Google Maps de l'état de la mer d'Aral, c'est assez intéressant, impressionnant d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup pour cette audition qui nous permet de pointer cette partie du monde qu'on oublie malheureusement un peu trop souvent et qu'on a décidé d'investiguer de manière plus approfondie cette année avec cette mission dont j'ai parlé en Ouzbékistan, en Kazakhstan. Il y a évidemment la question derrière tout ça de l'expansion russe qui nous intéresse, puisqu'on sait bien que, on imagine bien que si toutefois les velléités de Moscou étaient contenues dans le secteur de l'Ukraine et ailleurs, il n'est pas exclu peut-être qu'ils puissent s'intéresser à d'autres extensions vers le sud et notamment à l'Asie centrale. Donc voilà, on porte un intérêt important à cette partie du monde et vous nous avez particulièrement éclairé sur la situation, donc merci beaucoup. Et puis je pense que cette audition plus d'autres permettront de rendre un rapport intéressant sur l'Asie centrale. En tout cas, merci. Et puis je rappelle que vous avez un livre très intéressant, l'Asie centrale au croisement des grandes puissances, de Monsieur Livingstone, qui est à disposition. Voilà. Bonne journée à tout le monde et merci. Oui, enfin,